Bonsoir Phil et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, Ah, donc on est ici avec un trader institutionnel qui va pouvoir nous éclaircir sur l'actualité géopolitique, macroéconomique fondamentale. On va traiter donc de plusieurs sujets ce soir. On va parler notamment de la situation économique américaine et européenne, la guerre du gaz, où est-ce qu'on en est, quel scénario de trading peut-on envisager à court terme, les risques politiques à surveiller pour la rentrée, qui pourraient faire bouger fortement les devises. Que vont faire la Fed et la BCE lors de leur prochaine réunion de politique monétaire. Et puis voilà, je pense qu'ici, on aimerait aussi comprendre, bah, l'euro a passé donc une parité, c'est de comprendre avec l'avis d'un institutionnel, bah, justement, toi Phil, qu'est-ce que tu en penses? Et je te laisse la parole pour justement nous éclaircir sur ce point. ok, donc je vais vous partager mon écran. Je vous partage l'écran. On va enlever les vidéos, comme ça vous aurez le, tu enlèves ta vidéo et puis comme ça on aura le slide en plein écran. Hein, voilà. Voilà. Donc, alors, avant de commencer, je vais vous mettre en garde, hein, parce que les marchés financiers, c'est hyper motivant, c'est passionnant de trader et de gagner quand on a compris ce qui se passe. Sofiane et moi, on est des passionnés, on surveille constamment le marché, mais évidemment, on a fait des erreurs au début, et les erreurs, il y en a certaines qu'il faut surtout pas faire, c'est-à-dire que quand vous investissez donc sur les marchés que vous commencez, c'est un métier, vous allez apprendre un métier, et comme tout métier, au début, on casse du bois, c'est pas si facile que ça. Donc le principe de base, c'est de commencer avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, hein. C'est-à-dire que si malheureusement, parce que ça arrive à des gens, vous cramez tout votre compte, eh ben, ça ne vous empêche pas d'acheter à manger, de payer votre loyer, etc., hein. Il ne faut pas, dès le début, compter sur l'argent que vous pouvez gagner en trading. Il ne faut pas compter dessus pour payer des choses de la vie de tous les jours, hein. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant de gagner de l'argent, on apprend, hein. Et on apprend notamment à contrôler nos risques, hein. Un bon trader, c'est comme un pilote de Formule 1. C'est pas l'accélération que le pilote de Formule 1 est bon, c'est au freinage. Et les bons traders, c'est aux pertes. C'est comment il va gérer ses pertes. Ça va être comment il va limiter ses pertes, c'est-à-dire savoir établir plusieurs scénarios et pas qu'un seul, hein. C'est pas j'achète le Bitcoin parce que c'est l'avenir. J'achète, oui, ça peut être l'avenir, mais dans quelles conditions ce serait plus l'avenir? Il faut le prévoir à l'avance, avant d'entrer en position et pas après, hein. Donc, parce que dans la vie, tout change constamment. Dans la bourse, tout change constamment. On peut très bien investir et ça se passe très très bien. On a bien anticipé au départ. On peut réussir le point d'entrée en trading et puis on peut complètement rater le point de sortie. Le trading, c'est une activité où on surveille constamment les marchés. Et si on ne surveille pas les marchés, on ne trade pas. Si on n'a pas le temps, on ne trade pas. Il faut que ça soit compatible avec votre vie. Donc, il faut faire des stratégies que vous puissiez surveiller. Et quand vous ne pouvez pas surveiller, vous ne prenez pas de position, hein. Donc, comme disait Sofiane, on va regarder plusieurs choses. On va parler de l'eurodoll et de la parité. Qu'est-ce qu'il en est? Je vais en parler au début et un peu à la fin du webinaire. On va voir tout ce qui est l'économie américaine, comment elle se comporte actuellement, l'économie européenne. Donc, on va faire un petit point sur le positionnement de marché. Donc, je vous donnerai quelques petits conseils là-dessus. Puis on va parler de risques politiques à venir parce qu'on va être à la rentrée, il y a des risques qui arrivent et qui vont faire bouger l'euro notamment. Donc tout trader Forex doit être au courant, hein. Donc là, vous le voyez,
on va pas parler d'analyse technique parce qu'en réalité, ce sont les gros fondamentaux qui font vraiment donner le sens, hein. La parité, si on a été la dépasser, c'est à cause des fondamentaux, c'est pas à cause de l'analyse technique, hein. Donc, l'analyse technique, ça vous sert de point de repère, de support ou de résistance où le marché peut s'arrêter, mais très souvent, ça vous donne pas le sens. La vraie tendance, c'est le fondamental, la macroéconomie. Il faut comprendre les bases de son marché. Dans n'importe quel métier, si vous ne comprenez pas les bases de votre marché, eh ben, vous allez être perdant par rapport à un qui les comprend, hein. C'est le truc de base, hein. Donc là, on a passé on a tenté de passer, donc déjà le 12 juillet, c'était un lundi, hein, de mémoire. On a, je dirais, arrivé vraiment à un dixième de pips, hein, donc 1,0,01 pip de la parité le 12 juillet. Alors, c'était pas un hasard, hein, 1,0,0, vous savez, normalement, le pip, c'est 4 décimales, on est arrêté à ce niveau. Pourquoi? Parce que quand vous avez des niveaux, vous avez des market maker options, il y a des options à barrière, hein, je ne parle pas d'options binaires, je parle des options professionnelles, hein, je ne parle pas des options binaires qu'il y a eu dans le passé, qui sont maintenant interdites avec les particuliers. Donc là, je n'ai pas réussi avec le logiciel à mettre 1,0,0,1, mais en réalité, si c'est 1,0, c'est exactement le chiffre que je vous ai indiqué là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau-là, vous avez des barrières entre institutionnels, c'est-à-dire il y a un institutionnel si la parité est touchée, il y en a un qui va recevoir, je dirais, une somme, un jackpot de 50 millions de dollars, t'en as un autre qui va le perdre, etc. Donc vous comprenez que celui qui risque de perdre, il va à tout prix mettre des ordres d'achat sur le spot pour essayer de le faire remonter, et celui qui va, au contraire, va gagner quand le jackpot est touché, la barrière est touchée, qui va gagner le jackpot, lui, il fait une pression énorme. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le 12 juillet, on n'atteint pas la parité. Donc c'est encore valable. Tant qu'on n'a pas touché, les barrières à activer ne sont pas activées, les barrières à désactiver ne sont pas désactivées. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a touché. Donc à partir du moment où on l'a touché, toutes les ordres énormes que mettaient les market makers, eh ben, ils disparaissent, puisque c'est fini. Je dirais, ça y est, on fait les règlements de compte, je dirais, c'est fini. Donc, du coup, on passe beaucoup plus fortement la seconde fois. Il n'y a plus le support qui était généré par les market maker options, hein, qui protégeaient les barrières. C'est les banques entre elles, hein. C'est les banques avec par exemple, des hedge funds qui font des options à barrière, et donc les traders, voilà, c'est une lutte. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Attention, et on le voit par exemple à nouveau ici, c'est-à-dire que maintenant, la parité, c'est devenu un chiffre comme un autre, hein. C'est-à-dire le côté psychologique, pour les institutionnels, ça n'a pas de valeur. C'est le côté où c'est le fait qu'il y ait une barrière. Alors pourquoi il y avait beaucoup de barrières à 1? Parce que quand on fait des options à barrière, des fois, c'est des options échéance 6 mois, 1 an. Donc, quand on donne un niveau, on se dit, bon, 1, ça sera sûrement pas, on est à 1,15, ça sera sûrement pas touché. On met un niveau loin et on va pas dire, je mets 0,99, 90, par exemple. Et pourquoi on le fait pas? Parce qu'il y a un autre client avec le trader option d'une banque qui lui aussi veut une barrière, il met un. Si tout le monde choisit un même niveau de barrière, globalement, il y a un meilleur prix, parce que le market maker, hein, c'est un trader option dans une banque, et lui va pouvoir matcher des ordres d'un client qui a une barrière activante à la parité et un autre qui a une barrière activante désactivante à la parité. Donc tout ça, ça a disparu. Donc maintenant, vous voyez, là c'est enfoncé comme dans du beurre, hein. Là, on en parlera après, c'est un chiffre européen qui a fait monter. Vous voyez, on dépasse, on fait plus de 15 pips de haut. Bon, là, on a été juste à ce niveau, mais c'est plus un niveau qui est hyper important, c'est fini, hein. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête, c'est que c'est un niveau qui est fini, et voilà, qui n'est plus
Le côté psychologique, ça, c'est les particuliers qui pensent qu'à ça. En réalité, le côté, je dirais, en fait, c'est dû à des activations ou désactivations de barrières d'options. Et une fois qu'elles sont tapées, ben, ça n'a plus d'importance. C'est devenu un chiffre comme un autre. Donc, ça se trouve, vous allez voir plus tard dans le passé, on va retraverser, on va rebaisser, on va retraverser. Ça peut très bien le faire. Ça n'a plus d'importance. C'est plus une importance comme avant, hein. Ça, c'était la première chose à savoir, hein. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la situation de l'économie américaine. Alors, la situation de l'économie américaine, globalement, elle est très bonne. Enfin, elle est bonne, globalement, elle est meilleure qu'avant la pandémie et elle est meilleure qu'en Europe, hein. Donc là, qu'est-ce que je vous ai mis à gauche? Le début du 5 août dernier, on a eu donc les chiffres, le rapport sur l'emploi, donc notamment avec les créations d'emplois. Là, ce chiffre, ce graphe, qu'est-ce qu'il vous montre? C'est le nombre total d'employés aux États-Unis. Donc actuellement, on a maintenant combien? 152 millions d'employés aux États-Unis. C'est un plus haut, je veux dire, c'est un plus haut record, hein. C'est-à-dire que vous voyez, toute la chute qu'il y a eu, hein, avec la pandémie, quand elle est arrivée, on a dépassé le point. Donc, d'un point de vue de l'emploi, l'emploi, il se porte aux États-Unis super bien. Vous avez un taux de chômage qui est à 3,5%, c'est-à-dire un plus bas depuis 1969 qu'on avait déjà atteint juste avant la pandémie, hein, et puis après le taux de chômage il avait monté assez fortement. Donc voilà, on est dans. Alors, je dirais les emplois ont changé quand même, hein, mais ce que je veux dire globalement, il n'y a aucun problème d'emploi aux États-Unis. Par exemple, il y a un très très gros déséquilibre entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de chômeurs. Il y a 10 700 000 offres d'emploi disponibles, hein, et de mémoire, il y a 5 700 000, je crois, de chômeurs. En fait, si vous faites le calcul, ça fait presque 2 offres d'emploi pour un chômeur. Donc, dans la tête des Américains, même s'ils ne travaillent pas, le gars, il se dit, alors pourquoi il y a un déséquilibre comme ça? Mais parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont des emplois, je dirais, peu valorisants, peu valorisés, c'est-à-dire mal payés, hein. C'est-à-dire que personne n'a vraiment envie de faire livreur pour Amazon. Personne n'a vraiment envie de travailler, faire serveur au McDonald's, hein. Donc, mais qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? C'est-à-dire qu'on n'est pas comme en France. Vous allez partout dans la rue aux États-Unis, voyez un camion qui passe, il y a marqué on cherche des conducteurs, des chauffeurs. Vous voyez l'entrée d'un magasin, ici on embauche. Donc en fait, dans leur mentalité, ben, même si jamais, je veux dire, même s'ils sont chômeurs, ben, ça peut être à un moment plus ou moins par goût. C'est-à-dire, on l'a eu beaucoup, alors maintenant ça s'est un peu inversé, eh ben, jusqu'en décembre dernier, avec la hausse globale des cryptos. En fait, je me rappelle un sondage de HSBC sur à peu près 7000 Américains. Eh ben, il y a 7000 Américains qui disaient, il y en avait 4% sur les 7000 qui disaient, moi je ne travaille pas parce que j'ai investi dans les cryptos. Et le mec, il se dit, bah, de toute façon, si ça va mal, j'ai gagné du fric dans les cryptos, je largue, hein, ou j'ai gagné dans les actions, parce qu'il ne faut pas oublier que les actions ont super bien performé, hein. Donc, je largue une partie de mes actions. Et puis, si ça va vraiment mal, de toute façon, au dernier moment, je trouverai un boulot. Donc, dans la mentalité des Américains, hein, qui sont habitués à avoir un taux de chômage beaucoup plus bas que nous, ils n'ont pas peur, hein, ils n'ont pas peur de rester à un moment au chômage, hein. C'est même du chômage quelque peu, pour certains, qui est voulu, hein. Donc, c'est ça qu'il faut se dire dans la tête. Et ça change la donne, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la guerre en Ukraine? D'abord, avec les problèmes de semi-conducteurs, hein, avec les problèmes de la stratégie zéro Covid de la Chine, hein, qu'est-ce qu'on a vu déjà l'année dernière, etc. Eh ben, c'est que problème de rupture de semi-conducteurs, donc par exemple les constructeurs automobiles qui étaient obligés d'arrêter leur chaîne de production, hein, parce qu'il manque un composant. On ne peut pas vendre un véhicule neuf sans l'écran,
On ne peut pas vendre, puisqu'il y a plein d'électronique maintenant dans une voiture. Donc, on a eu ce problème qui a fait monter les prix des voitures, qui fait qu'il n'y avait pas de voitures neuves disponibles. Ça a fait monter les prix des véhicules d'occasion, mais de l'ordre de 40%. Hein. Vous vendez votre voiture 10 000 dollars et puis un an après, vous la vendez 14 000. Hein. Donc, ce que je veux dire, on a eu ça. Et le problème, ça c'est à calmer un peu dans les problèmes de logistique, mais en réalité, la Chine continue sa stratégie zéro Covid. Donc ça, c'est pas terrible, hein, ce que je veux dire. Ça c'est pas terrible du tout. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça a commencé à générer de l'inflation et par-dessus, le 24 février dernier, invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc là, ça a continué à faire monter les prix maintenant du gaz avant tout, et du coup indirectement de toutes les sources d'énergie, pétrole, etc. Mais ça, on va en parler après parce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et du coup, l'inflation, globalement, elle a monté. Hein. Donc, on s'est retrouvé à faire des niveaux records partout avec des inflations dans certains pays en Europe, par exemple, je pense à l'Espagne, par exemple, supérieure à 10%. Voilà, on a une inflation qui monte de partout. Donc voilà. Donc là, aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation a monté. Si l'inflation monte, que fait la Banque centrale? Elle essaye de contrer l'inflation, donc elle monte les taux d'intérêt. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous montez les taux d'intérêt? Les placements en dollars deviennent plus attractifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les traders Forex, ils vendent l'euro parce que la BCE, d'un côté, elle ne monte pas vraiment les taux. Et de l'autre côté, vous avez une banque centrale, ça fait déjà 4 fois qu'elle a monté les taux. Donc, il y a un différentiel de taux d'intérêt qui est en faveur du dollar. Hein. Donc, j'emprunte en euros pas cher, je vends l'euro pour acheter des dollars. Donc, je vends l'euro-dollar, je fais baisser la paire euro-dollar et je place en dollars. Donc, si l'inflation monte, ça va avoir tendance à favoriser ce mécanisme et qui est une vraie tendance majeure. Hein. Vous êtes un trader Forex, vous êtes un trader de taux d'intérêt. Donc, c'est des marchés, des vases communicants. Tous les marchés sont des vases communicants. Au bout d'un moment, si les obligations américaines commencent à rapporter beaucoup plus en rendement que les dividendes des actions, il va y avoir des arbitrages. Vous allez avoir des gérants de fonds institutionnels américains qui vont diminuer leur part d'actions et qui vont augmenter leur part d'obligations parce que c'est moins dangereux. Hein. Donc, à rendement égal, on prend un actif qui est moins risqué. Hein. Donc, ça joue. Ça joue dans le fait que maintenant, on a un marché action qui n'est plus forcément constamment dirigé à la hausse et on se tape des baisses comme le 22 août qui sont assez fortes. Je veux dire, voilà, on arrive à ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 août dernier, on a eu l'inflation aux États-Unis qui est sortie. Hein. Alors, ce que j'oubliais de dire avant, je termine un peu sur les créations d'emplois. Les créations d'emplois le 5 août dernier, elles ont été surprenantes. Hein. Tu t'en rappelles, Sofiane, elles sont sorties à 528 000 créations d'emplois. C'était énorme. Pourquoi? Parce que les économistes attendaient plutôt un chiffre 2 fois plus faible, donc c'est quand même énorme. Hein. Les banques, c'est un chiffre qui est très très difficile à calculer pour les banques. Elles se sont complètement plantées. Tu n'as pas eu une banque qui a pu estimer, hein, même celle qui était qui avait moins tort, quoi, je dirais pas le plus raison, mais moins tort, elle voyait 325 000 créations d'emplois. Hein, la majorité des banques voyaient 250 000, hein, enfin c'est la médiane exactement, et puis il y en a une qui voyait 325. Alors c'était même l'inverse, hein, quand vous aviez ce qu'on appelle le whisper number, c'est-à-dire dans les salles des marchés, au dernier moment, les traders, eux, ils se disent, en fonction des derniers chiffres qui sont sortis, non, on pense que les créations d'emplois seront plus fortes et sont moins fortes. Eh bien, les traders dans les banques, ils se sont plantés, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de penser, d'après Bloomberg, le whisper number, il était à 226 000 créations d'emplois. Pourquoi? Parce qu'on a eu toute une petite série de petits chiffres moyens, hein, de petits indicateurs qui commencent à montrer un ralentissement dans l'économie. Donc, d'un seul coup, vous avez un chiffre comme les créations d'emplois qui est 2 fois plus que prévu. Ils se sont tous plantés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eurodoll, il a explosé à la hausse, puisque en fait, ils se sont dit, on s'est planté complètement.
Alors, attention, ce chiffre qui est calculé par le Bureau of Labor Statistics, il est très souvent fortement révisé. Hein, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, il peut être faux de largement plus de 30-40%. Hein. N'empêche que le marché il le regarde, mais ça, faut pas l'oublier. Hein. Alors, je vous l'ai dit, on va en parler plus en détail. Hein. Donc là, à droite, vous avez les chiffres de l'inflation qui sont sortis après, qui sont sortis le 10 août. Qu'est-ce qu'on se passe? Vous le voyez, c'est que l'inflation globale, eh ben, elle a surpris parce qu'elle est en train de baisser. Et elle a baissé assez fortement. Hein. Elle a baissé, donc c'est-à-dire que le marché donc était en train d'attendre une inflation. Avant, elle faisait 9,1%, il l'attendait à plutôt vers 8,7%. Elle sort plus bas, 8,5%. Donc, c'est super. C'est-à-dire, si l'inflation ralentit, la Banque centrale ne va pas forcément monter les taux de façon agressive. Hein. Donc, on ne va pas acheter du dollar comme un goret, puisque finalement, les placements ne seront peut-être pas si rentables en dollars. Donc, du coup, le marché est content. Le marché action, il a super aimé, hein, puisque si vous avez moins d'inflation, eh ben, ça veut dire que la Banque centrale, elle monte moins les taux d'intérêt. Donc, les gens, elle ne va pas ralentir le crédit. Donc, les gens vont pouvoir consommer, vont pouvoir acheter. Donc, les sociétés américaines vont pouvoir faire un chiffre d'affaires meilleur puisque les gens vont acheter à crédit. Donc, ça a été très, très bien vu par le marché action. Et puis, donc, il y a eu un soulagement sur l'eurodoll qui a monté très fortement. Et c'est d'ailleurs même le plus haut du début du mois d'août. Hein. C'est le plus haut du début du mois d'août qui a été grâce à ce chiffre. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'était positif. Et déjà, alors, le marché n'a pas été trop étonné quelque part. Donc là, on commence à rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que le chiffre de l'inflation du mois d'août, il correspond à la période de juillet. Et en juillet, le pétrole, il a baissé. Donc, l'inflation, mécaniquement, puisque l'inflation, c'est le prix d'un panier de la ménagère qui comprend de l'essence, hein, puisque pour aller au boulot, vous utilisez de l'essence quand vous êtes américain. Il y a beaucoup d'Américains qui vont au boulot en voiture. Donc, du coup, je veux dire, c'est pour ça que l'inflation a baissé. Donc, c'était quand même un peu attendu. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On commence à voir des indices qui ne sont pas terribles. C'est-à-dire que l'inflation hors alimentation énergie, c'est-à-dire quand on enlève l'énergie, puisque le pétrole c'est plus 4%, moins 5%, plus 4%, on enlève dans le chiffre l'alimentation et l'énergie parce que c'est des éléments très très volatiles, parce qu'on veut voir la tendance à long terme. Il ne faut pas oublier que les économistes, une banque centrale, c'est des économistes, ils ne veulent pas réagir sur un seul chiffre des créations d'emplois, ils vont réagir sur plein de chiffres, plusieurs créations d'emplois, pas qu'un seul mois, plusieurs mois. Eux, ils voient à moyen terme. À moyen terme, ça veut dire qu'ils anticipent à 2-3 ans. Hein. Donc, ils ne vont pas, parce que tu as un chiffre qui est super bon, d'un seul coup monter les taux, ou super mauvais, baisser les taux. Ils ne vont pas réagir chiffre par chiffre. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre en alimentation-énergie? C'est ce qui n'est pas cool, c'est qu'il monte en compte. Il monte encore. Hein. Le chiffre annualisé, on le voit, il baisse, mais en réalité, vous voyez, vous êtes au-dessus de zéro, donc il y a une hausse. Les prix montent moins vite, mais ils montent. Hein. Si on veut que les prix baissent, il faudrait que la barre, elle soit en dessous du zéro. Et là, elle est au-dessus. Donc, si vous voulez, c'est quand même pas, on n'est pas à zéro. Vous voyez, le chiffre global en mensuel, il était à zéro, alors que le chiffre hors alimentation-énergie, il est en hausse. Hein. Donc, les traders se disent, ouais, d'accord, le chiffre est bien, mais attention, dans la réalité, la tendance à long terme, elle reste en hausse. Après, quand on commence à regarder dans les détails, parce que ça, c'est l'erreur des particuliers qui commencent à vouloir regarder les chiffres, parce qu'il y a quand même certains particuliers qui se rendent compte qu'il faudrait quand même un peu comprendre les fondamentaux, parce que c'est ça les vrais market movers, c'est pas l'analyse technique. Eh ben, il y en a qui commencent à se faire une autre erreur, c'est-à-dire on regarde que le chiffre. Hein. Regarde, Sofiane, tu vois, tu peux voir des voitures d'occasion. Tu veux acheter une voiture d'occasion, tu vois 10 000 euros le prix de l'occasion de ta voiture à l'Argus. Hein, c'est la cote, tant de kilomètres, tant d'années, etc. Moi, je la vends 3 000.
hein, et ben, si tu l'achètes, pourquoi? Parce qu'elle est à 3 000, moi celle que je vends alors que l'Argus est à 10 000, ben, il y a une raison hein, pour laquelle je mets le prix bien bas. Hein. Alors elle est repeinte, elle est toute nickel, sauf que qu'est-ce que tu fais hein? Eh ben tu fais pas gaffe, tu pars avec machin, puis en réalité, moi si je l'ai peinte, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait elle est rouillée. Hein. Il y a le bas de caisse qui est complètement foutu. Moi je l'ai repeint, puis toi tu pars et puis tu perds une roue. Hein. Parce que tout simplement, bah, le bas de caisse, la carrosserie, elle est foutue, la coque est foutue. Et puis du coup, tu as l'essieu arrière qui se détache. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as payé 3 000, tu la fous à la casse. Hein. Le principe de base, dans n'importe quel métier, vous achetez une voiture d'occasion, c'est pas parce que le vendeur la vend 3 000 que c'est une affaire. C'est une affaire parce que vous avez été passé du temps sous la carrosserie, vous avez pris un tournevis pour gratter un peu pour voir si la peinture cachait pas de la rouille, vous avez ouvert le capot pour voir ben, s'il n'y a pas des fuites partout, c'est-à-dire que vous avez soulevé les tapis de sol pour voir s'il y a de la rouille, hein, vous avez fait votre enquête, comme on dit en anglais, votre due diligence. Si vous n'avez pas fait votre enquête, vous êtes attiré juste par la belle peinture et le prix, eh ben un jour, vous allez vous faire arnaquer. Elle a des vis cachées, vous ne les voyez pas. Hein. Donc le principe de base, c'est pareil. Vous faites du trading, tous les chiffres importants, il faut les comprendre. C'est pas juste regarder les meilleurs et les moins bons, il faut les comprendre. Un chiffre de création d'emploi, il peut être plus faible, ça ne veut pas dire moins d'emplois. Si vous n'avez pas d'emploi, de mecs, comme je vous ai dit, qui veulent prendre un emploi, pourquoi? Ben, parce qu'ils ont plein de cash. Parce que il y a eu Donald Trump, il y a eu la pandémie, ils ont reçu plein de cash supplémentaires, etc. Le mec, il veut pas bosser. Et ben, s'il veut pas bosser, qu'il y a une offre d'emploi, et ben, il n'y a pas de création d'emploi. La création d'emploi, ça suppose une offre d'emploi et un chômeur qui accepte. Si le chômeur, il accepte pas, il y a moins de création d'emploi. Pourtant, il y a plein d'offres. Hein. Donc, attention, c'est toujours pareil. Dans un prix, il y a un bid et un ask. Il y a une offre et une demande. Et des fois, les prix ils montent à cause du bid et des fois, les prix ils montent à cause de l'ask. Il faut savoir pourquoi. Je veux dire, qui est l'acteur majoritaire, qui est en position de force. Hein. Actuellement, aux États-Unis, c'est les employés qui sont en position de force. Donc, comme je vous ai dit, on peut avoir plus tard, à des moments, des créations d'emplois qui sont hyper mauvaises, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Ça veut dire qu'il y a des gars, ils ne veulent pas bosser. Parce que si tu as plein de cash de côté, tu n'as pas forcément envie d'aller faire serveur dans une pizzeria. Hein. Donc voilà. Alors regardez ce que je suis en train de vous montrer, c'est ça. C'est que dans le chiffre, eh ben, il y a des détails. Ça, c'est la part d'inflation qui est ici en bas. Ça, c'est la part d'inflation. C'est la contribution au prix des produits alimentaires dans l'inflation. Donc, vous voyez que les prix des produits alimentaires aux États-Unis, eh ben, ils montent. Hein. Et le problème des produits alimentaires, eh ben, c'est que si vous n'en achetez pas, eh ben, vous crevez. Hein. Il faut bouffer. Donc, vous êtes obligé de bouffer pour vivre. Donc, ça, c'est de l'inflation qui est obligatoire, qui donc va ronger votre porte-monnaie. Et puis, qu'est-ce que vous avez ici, par exemple? Là, de l'autre côté, c'est deux calculs. Hein. Vous louez votre maison principale, voyez, et ben les prix des locations des maisons principales montent. Hein. Vous êtes un locataire, et ben votre prix monte. Ben là, c'est pareil. Hein. Soit vous habitez dans une roulotte ou dans une tente où vous êtes SDF, mais je ne pense pas que la majorité des Américains vont le faire. C'est des prix qui sont subis. Hein. Donc, si vous payez un loyer plus cher, eh ben, au bout d'un moment, vous n'allez pas au restaurant parce que le prix du loyer est tellement cher que vous ne pouvez plus payer le resto. Et là, le deuxième, c'est quoi? Ça, c'est un calcul qui est fait en noir, qui est fait par le Bureau of Labor Statistics, hein, qui fait le calcul de l'inflation. En fait, il y a plein, évidemment, de propriétaires qui ne louent pas leur appart. Hein, puisqu'ils sont propriétaires, ils sont dedans. Ils ne veulent pas le louer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le Bureau of Labor Statistics, il calcule un équivalent de loyer hein, pour les propriétaires. Parce que quand vous achetez un appart, bah, très souvent, vous avez un crédit et puis vous avez des frais. Hein.
que le propriétaire paye, mais que le locataire ne paye pas forcément. Un locataire, vous voyez, en France, vous louez, d'un seul coup, vous avez le lavabo qui fuit, et ben c'est le propriétaire qui doit payer le plombier, c'est pas le locataire. Hein. Donc ça, c'est l'équivalent, le l'EOR, ça s'appelle Owner's Equivalent Rent, c'est l'équivalent d'une location pour quelqu'un qui est propriétaire. C'est les frais qu'il est obligé de supporter pour rester dans sa maison qu'il a acquise. Hein. Et donc, vous voyez que globalement, ça monte. Donc, vous voyez, je commence à vous dire, oui, l'inflation, globalement, elle baisse. Hein. Oui, les créations sont bonnes. Mais d'un autre côté, il y a des chiffres sous-jacents qui sont un peu moins bons. Hein. Je veux dire, il y a des nuages, des petits nuages noirs qui s'amoncellent. Alors, quand on regarde le sentiment des consommateurs, vous voyez que globalement, les consommateurs, il a baissé le sentiment. Hein. Il est au-dessus de 50, donc c'est considéré positif quand il est au-dessus de 50. On voit que dernièrement, il remonte. Hein. Donc, on voit surtout, ce qui est important, c'est les attentes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent dans le futur. Si les consommateurs sont positifs, eh ben, ils vont avoir tendance à consommer. Et là, qu'est-ce qu'on voyait dernièrement? Eh ben, ils étaient relativement, je dirais, positifs sur, on leur pose des questions, hein, c'est l'Université du Michigan qui fait ce calcul, leur pose des questions aux consommateurs sur vos attentes sur l'inflation à 1 an, à 5 ans. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'attente des consommateurs américains sur l'inflation à 1 an, elle a baissé. Avant, c'était 5,2%, maintenant, c'est 5%. Alors, je vous rappelle, hein, c'est qu'ils ne sont pas du tout attente à 1 an à court terme. L'inflation, actuellement, elle est à 8,5. Hein. Donc, ils sont en train de penser qu'elle va baisser d'ici 1 an. Et ils sont en train de penser que, vous voyez, par rapport au mois précédent, ils anticipaient les consommateurs 5,2% et là 5%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les consommateurs, il y en a qui connaissent rien à l'économie. Hein. Donc, en général, ils sont complètement influencés par les prix qu'ils voient le plus souvent. Les consommateurs américains, mais c'est pareil hein, pour les Français, etc. Les consommateurs américains, qu'est-ce qu'il y a un des prix sur lesquels ils sont super sensibles, c'est les prix à la pompe. Hein. Les prix de l'essence. Hein, parce que là, vous voyez, hein, je veux dire, je suis sûr que la majorité des consommateurs français, ils savent le prix du litre d'essence au centime d'euro près. Hein, à 2, 3, 4, 10 centimes d'euros près, ils le savent. Hein. Donc ça, c'est un prix c'est un prix sensible. C'est-à-dire qui est sensible dans le sentiment des consommateurs. Le prix du pétrole monte, les gens deviennent déprimés parce qu'ils comprennent qu'ils perdent du pouvoir d'achat. Mais en réalité, si vous mettez de l'essence qu'une fois par mois, vous ne roulez pas beaucoup, en réalité, ça ne vous impacte pas énorme. Bon, les États-Unis, les Américains sont très sensibles. Donc là, dernièrement, le gallon, hein, c'est l'unité de mesure, je crois que c'est un peu plus de 4 litres, il est passé en dessous de 4 dollars. Donc c'est symbolique, il y a un côté psychologique aux 4 dollars. Donc ça explique le fait que vous avez une remontée dans le sentiment des consommateurs, hein, donc qui a été vue positivement par le marché. Hein. Donc pour l'instant, les consommateurs, il ne faut pas oublier qu'ils ont encore plein de cash. Hein. Là, dernièrement, je voyais, c'était Bank of America, donc une banque américaine, qui expliquait que, en fait, ils sont en train de consommer tout l'argent qu'ils ont pu accumuler pendant la pandémie, hein, parce que quand vous êtes là dans la pandémie, que vous êtes confiné, vous ne voyagez pas. Bon, maintenant, c'est l'inverse. Hein. Les voyages, c'est des records. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de consommer et malgré l'inflation, ils consomment toujours. Hein. On va en parler un petit peu. Ils consomment toujours malgré l'inflation. Hein. Sauf que ça leur coûte de plus en plus cher et il y en a qui sont prêts à prendre des crédits. Hein. C'est les rois des crédits revolving et tu en as plein. Donc, c'est ce que disait Bank of America dernièrement. Il y a plein d'Américains qui se mettent à prendre des crédits revolving. Pourquoi? Ils n'ont pas peur. Hein. Au bout d'un moment, s'ils n'ont plus de cash, de toute façon, ils vont trouver un boulot. Il y a 2 fois plus d'offres d'emploi que de chômeurs. Hein. Alors, c'est un peu sommaire, hein, parce que si vous êtes plâtrier, vous n'allez pas répondre à une offre d'emploi de boulanger. Hein. Ou alors, il vous faut une formation. Ou si vous êtes à San Francisco, vous n'allez pas répondre à une offre d'emploi qui est dans le Maine. Hein. Donc, ce que je veux dire, il y a quand même ces problèmes. Hein. Voilà. Donc, là, si on regarde encore un petit peu, on va continuer un peu sur l'économie américaine. Hein. Qu'est-ce qu'on voit?
eh bien, on voit que les demandes initiales d'allocation chômage sont en train de remonter tout doucement, hein. On a eu un plus bas qui était en avril, qui était vers 160 000 créations d'emplois, et on est en train de voir que ça montouille, hein, voilà. Ça montouille tout doucement. Le dernier, c'est 250 000 créations d'emplois. Bon, on est légèrement au-dessus pour l'instant du nombre de créations, pas de, qu'est-ce que je dis, création d'emploi, demande d'allocation chômage, excusez-moi. En termes d'allocation chômage, ceux qui se pointent pour la première fois au DOL, Département of Labor, c'est l'équivalent de Pôle emploi, eh ben, ils sont 250 000. Avant la pandémie, c'était un tout petit peu plus bas. C'était des fois en dessous de 200 000, etc. On voit que ça remontouille, hein. Bon, c'est pas du tout inquiétant, hein. Alors, un autre indice de la bonne santé de l'Amérique, c'est les ventes au détail, hein, la consommation, hein. Qu'est-ce qu'on voit? Le chiffre, il est bon, hein, c'est-à-dire que quand vous regardez, les ventes au détail, elles montent, elles n'arrêtent pas de monter, hein. Elles n'arrêtent pas de monter. Sauf que dans les ventes, il y a de l'inflation, hein. Quand vous achetez un produit 100 dollars et qu'il y a une inflation de 5%, de 8,5%, eh ben, l'année suivante, le même bien, il faut débourser 108,5 dollars. Donc le chiffre des ventes au détail, mécaniquement, il monte, mais en réalité, il faut regarder en volume. Donc en volume, c'est-à-dire que on s'aperçoit, le chiffre, si on le regarde, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours aller en détail dans les chiffres. Le chiffre paraît beau parce qu'il n'arrête pas de monter, mais si on regarde depuis un certain moment, le nombre d'objets achetés diminue, hein, en volume. Les ventes en détail diminuent en volume. En fait, ça leur coûte, ils continuent d'acheter, puisque vous voyez, on a un indice, regardez, l'indice 100 qui a été pris, je dirais, à peu près, je dirais, juste avant la pandémie, eh ben, on est quand même nettement au-dessus de la pandémie, hein. Globalement, les Américains consomment, mais ça leur coûte de plus en plus cher. Du coup, ils achètent de moins en moins de choses, mais ils continuent d'acheter et ils sont en train de consommer dans leur bas de laine. Donc, le taux d'épargne est en train de diminuer, mais il est encore positif. Ils sont encore en train d'épargner. On voit que les hausses des salaires aux États-Unis, elles continuent, mais de façon moins forte, hein. Voilà. Donc, si on regarde, si vous voulez, il y a des chiffres qui vous disent, voilà, c'est bien, mais il y a plein d'indicateurs qui vous disent il y a des nuages qui s'amoncellent. Et là où le marché a commencé à prendre peur, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand on a eu la publication du PIB, du produit intérieur brut, hein, la croissance d'un pays, on l'a défini par l'augmentation du produit intérieur brut, hein. Le PIB du premier trimestre 2022 aux États-Unis, il a choqué parce qu'il est sorti à moins 1,4 au départ, après il a été révisé à moins 1,6 en négatif. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le PIB du second trimestre américain, pareil, on l'attendait en hausse à plus 0,4%, il est sorti à moins 0,9. Donc d'un seul coup, vous avez tout le premier semestre, la croissance américaine est négative, récession. Donc vous avez entendu partout, en fait on voit dans Google Trends et autres, toutes les recherches par mots-clés, le mot récession qui a explosé. C'est pour ça que les actions ont commencé à baisser, etc. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça y est, on est en train de partir en récession. Alors oui, les États-Unis actuellement, ils sont en récession d'un point de vue strictement, purement économique, c'est-à-dire que la définition d'une récession par les économistes, c'est 2 trimestres consécutifs négatifs de baisse. Mais en réalité, c'est un petit peu sommaire, parce que regardez ce que je vous ai dit, il y a un nombre d'offres d'emploi qui est monstrueux, il y a des chiffres qui sont très positifs encore, hein. Si vous regardez en haut à droite, là je vous ai mis quoi? Des graphes qui sont faits par le NBER. Alors le NBER, c'est un organisme officiel, c'est américain,
c'est National Bureau of Economic Research, et c'est lui qui définit officiellement les périodes de récession, hein, qui dit, voilà, pendant le Covid, par exemple, on a eu une récession qui a duré 2 mois, qui a été très brève, de février 2020 à avril 2020. Ici, là, en grisé sur ce graphe de gauche, je vous ai mis les récessions, c'est-à-dire l'économie américaine est en contraction et c'est pas que le PIB, c'est-à-dire que le NBER, il regarde beaucoup de chiffres économiques sur l'activité américaine, sur l'activité réelle, donc pas seulement le PIB. Il regarde par exemple les revenus personnels des ménages. Donc là, regardez le graphe en haut ici. Là, c'est le début des récessions, donc depuis 1970, comment le revenu personnel des ménages a évolué depuis 1970. Vous voyez bien qu'il y a des fois, quand la récession a commencé, ben, les revenus des ménages diminuent. Hein. Les revenus, c'est tout confondu. Hein. C'est revenus d'action plus revenus de salaire. C'est combien vous gagnez en cash. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on voit? C'est que pour 2022, globalement, ça stagne. Depuis le 1er janvier, hein, puisque le PIB il est négatif depuis le 1er janvier 2022, et ben, depuis le 1er janvier 2022, on voit qu'on n'a pas des fortes baisses du revenu des ménages, c'est ce que je vous ai dit, ils ont encore plein de cash, je vous ai dit les salaires horaires continuent d'augmenter moins fort, mais ils augmentent, donc en réalité, si on regarde pour les revenus, c'est pas vrai, il n'y a pas de récession. Si on regarde la même chose avec les créations d'emplois aux États-Unis, regardez avec le dernier chiffre à 528 000 qui a surpris, etc., vous avez une tendance à la hausse des créations d'emplois. Dans les vraies récessions, ça baisse, hein, ça finit par baisser. Alors, vous voyez, c'est pas tout de suite, hein, entre le début de la récession, regardez, on commence à être en négatif au bout de 4-5 mois après le début de la récession. Pour l'instant, on est en train de prendre une pente qui est plutôt l'inverse. Donc, le NBER, actuellement, il dit non, on n'est pas en récession aux États-Unis. Alors, pourquoi le marché s'est affolé? Parce que le marché, il a un indicateur que la Fed regarde. Il ne faut pas oublier que si vous regardez tous les chiffres, tous les indicateurs économiques, c'est pour essayer de deviner si la Fed, elle va monter ses taux, baisser ses taux, que va faire la BCE, etc. Donc, sur le graphe de gauche, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai mis l'eurodoll en orange, hein, donc qui est en dessous de la parité maintenant. Hein, donc, on l'a mis depuis, j'ai mis le 23 août, mais vous voyez, le graphe, il commence le 19 juillet 1982. Et là, qu'est-ce que je vous ai mis? C'est un indicateur que surveillent les économistes et les traders institutionnels. C'est la différence de taux d'intérêt entre une obligation américaine 10 ans et une obligation américaine 2 ans. Normalement, alors une obligation, pour ceux qui ne savent pas, alors entre autres, celle-là, c'est les obligations de l'État américain. Quand l'État américain il a besoin d'argent, il émet une obligation, il va emprunter de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels. Donc, en simplifié, c'est un prêt qui est fait par des investisseurs institutionnels qui prêtent de l'argent à l'État parce que l'État, il doit avoir un budget à zéro. Hein. C'est comme vous, hein, quand vous êtes débiteur dans votre compte, au bout d'un moment, il n'y a pas de choix. Vous êtes obligé d'emprunter de l'argent. Hein. Soit on vous en prête, soit vous prenez un crédit auprès de votre banque, sinon vous allez vous taper des agios. L'État américain, donc lui, le Treasury General Account, le TGA, eh ben, s'il est négatif, le Trésor américain, il doit emprunter de l'argent. Donc, il va emprunter en émettant des obligations auxquelles vont souscrire des investisseurs institutionnels, par exemple des mutual funds, des banques, hein, qui vont pouvoir investir, placer de l'argent, des investisseurs. Il y a des privés, le monde entier, la Chine qui investit dans les obligations américaines, le Japon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On regarde normalement, en temps normal, c'est-à-dire pas en début de crise, de récession, l'obligation 10 ans, le taux d'intérêt qu'elle rapporte aux investisseurs, il est plus élevé que l'obligation 2 ans. Hein, c'est logique. Regardez-vous, c'est pareil. Vous prenez un crédit immobilier à 25 ans, le taux d'intérêt il est plus cher qu'un crédit immobilier à 2 ans. Pourquoi? Ben, parce que en 25 ans,
vous avez 23 années de plus qu'avec le crédit immobilier à 2 ans de faire faillite, hein, et que la banque ne reçoive pas l'argent que vous lui devez. Donc, elle va dire en contrepartie, moi, je veux avoir un taux d'intérêt plus fort. Vous représentez un risque plus fort pour moi parce que la durée du prêt est plus longue. Vous avez plus de chances de perdre votre boulot, d'avoir des situations financières précaires en 25 ans qu'en 2 ans. Enfin, donc en 10 ans qu'en 2 ans. Donc, normalement, le taux d'intérêt 10 ans, il est supérieur aux 2 ans. Et en fait, des fois, c'est pas vrai. Dans les marchés, des fois, le taux d'intérêt de l'obligation 2 ans est supérieur à la 10 ans. Donc, si on fait, par exemple, je dis n'importe quoi, 3% moins 5%, ça fait moins 2. Hein, si l'obligation 10 ans, elle fait que 3% de taux d'intérêt et la 2 ans, elle fait 5, le taux est moins 2. Donc, vous voyez qu'actuellement, on est en négatif. Alors, pas moins 2%, on est à moins 0,25%. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à chaque fois que la courbe part en négatif, hein, ben, qu'est-ce qui se passe? Quelques mois après, aux États-Unis, vous avez une récession. Quand elle commence à partir en négatif, plusieurs mois ou années après, elle part en récession. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment? Eh ben, le marché, qu'est-ce qu'il a vu? Donc là, on l'avait brièvement touché. Bon, honnêtement, là, ça n'avait aucun rapport avec la pandémie, hein, parce que de toute façon, la récession est tellement en cours de 2 mois qu'on ne peut pas dire que c'est une vraie récession. Mais là, c'est plus la même histoire. Là, alors, vous voyez, on a été voir un plus bas proche de moins 0,75. Bon, là, actuellement, on est à moins 0,25. Ben, ça fait peur parce qu'on est franchement en territoire négatif. Donc, ça sous-entend que le pays américain, enfin l'Amérique, va partir en récession dans plusieurs mois. C'est ça que le marché est en train d'avoir peur. Et les récessions, attention, hein, en général, regardez en 1990, là, la récession, elle avait duré 8 mois. Hein. Ici, mais il y en avait eu deux. Il y a eu la bulle des technologiques. Hein, c'était la bulle des technologiques, ça avait duré 8 mois. Là, c'est la faillite de Lehman. C'est d'abord la crise des subprimes qui avait commencé en août 2007. Hein, et après, ça s'est amplifié en décembre 2007. Et puis après, septembre 2008, vous avez la faillite de Lehman. Donc là, ça a duré, ça a duré 2 ans et demi, quoi. Hein. Et donc, ce que je veux dire, voilà, là, si vous voulez, avec un chiffre aussi négatif, si on regarde le passé, ils sont en train d'anticiper qu'il va y avoir une récession qui va partir plusieurs mois. Donc, ça fout la trouille. Hein. Ça fout la trouille. Et qu'est-ce que vous voyez? Regardez, bah, entre autres, ça entraîne l'euro. Hein. Regardez, ça entraîne l'euro. Hein. Là aussi, ça entraîne l'euro. Alors, pas toujours. Regardez ici, ça part. On a quand même continué à la hausse, on a baissé, mais pas tant que ça. Hein. Je veux dire, donc, alors que là, on était en train de partir, pas tant que ça. Hein. Donc, ben, voilà, le marché le suit. Le marché, il est obsédé par cette inversion de la courbe des taux. Les banques centraux en parlent, donc tous les traders surveillent. Alors là, je vous ai mis un petit résumé du passé. Comment a performé le S&P 500 quand il y avait donc une inverted yield curve, donc une courbe des taux inversée. Hein, ben on voit quelle est la performance est globalement mixte, hein, parce qu'on a eu d'abord forte baisse et forte hausse des fois, mais finalement, voilà, la plus forte baisse, c'est celle-là. Voilà, c'était pas l'horreur, hein, ce que je veux dire. Voilà, c'était pas le crack boursier non plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une période de baisse sur le marché action. Et ça entraîne quand même l'eurodoll à la baisse. Hein. Je veux dire, ça joue. Hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'Europe. Hein. On va voir un petit peu côté Europe. Ben, Europe, c'est pareil, on a une inflation qui est en train d'exploser aussi. Donc, alors en France, là, dernièrement, le chiffre de l'inflation, c'est 6,1%. Comme je vous ai dit, on est content, hein, puisque dans d'autres pays périphériques, dans le sud, l'Espagne notamment, c'est pas la même histoire. Hein. Quand on regarde au niveau européen, le dernier chiffre de l'inflation, il est à 8,9%. Donc maintenant, l'Europe se retrouve avec une inflation qui est supérieure à celle
des États-Unis, hein. Donc, donc ça choque, puisque je suis en train de vous dire quoi? D'un côté, vous avez une banque centrale qui a monté ses taux d'intérêt, hein, assez fortement, puisque elle était au début de l'année avec des taux directeurs qui étaient à 0,025% à la Fed. Maintenant, on est à 2,25, 2,50% sur les taux d'intérêt directeurs américains. Donc, ça veut dire tous les crédits, tous les taux d'intérêt montent de tous les crédits immobiliers, crédit revolving, crédit pour les voitures aux États-Unis. Et ça monte tout de suite, hein. Quand la Fed elle monte ses taux d'intérêt, on le voit, toutes les grandes banques, JP Morgan, machin, un quart d'heure après, une demi-heure après, elles publient taux de base bancaire, c'est-à-dire le taux minimum auquel elles vont faire leur calcul pour faire un crédit automobile ou immobilier, etc., eh ben, ils montent. Hein. C'est automatique, les banques américaines les répercutent tout de suite, instantanément, les variations de taux directeurs. Donc, ça se répercute assez vite sur l'économie. Hein. Ça se répercute sous maximum 6 mois, l'effet des taux directeurs. Alors qu'en Europe, c'est pas vrai. En Europe, c'est beaucoup plus lent parce que les banques commerciales ne répercutent pas aussi vite à la hausse ou à la baisse, hein, d'ailleurs. Donc, c'est plus lent, la transmission de la politique monétaire, la BCE, c'est plus lent sur l'Europe. Donc là, aux États-Unis, comme je vous disais, on a une inflation qui a baissé, qui est maintenant à 8,5. Et en Europe, on a une inflation qui est à 8,9. Et on a des taux directeurs qui sont à 0,5 en Europe avec la BCE. Alors, comme que je vous ai dit, il est à 2,25, 2,50. Donc, de facto, ça veut dire quoi? Il y a plein de traders qui vont utiliser l'euro comme devise de financement pour acheter du dollar. Donc, à cause de ça, de la différence, j'allais dire retard, on va en parler, de la différence de taux d'intérêt entre les placements en euros et les placements en dollars, ça fait une pression baissière sur l'euro qui est de plus en plus forte avec, au fur et à mesure que l'écart s'agrandit. Hein. Alors après, on va dire, alors tout de suite, il y en a plein qui disent l'Europe est en retard. Oui, mais l'Europe, elle n'a pas les mêmes préoccupations. Christine Lagarde, elle l'a quand même rappelé, les chiffres économiques, l'Europe n'est pas les États-Unis. Hein. Les États-Unis, ils n'ont pas un problème d'énergie comme nous on a. Hein. Actuellement, là, on va en parler juste après. Qu'est-ce qui se passe? Poutine, il utilise le gaz comme une arme de guerre. Donc maintenant, on se retrouve avec le flux de gaz entrant pour l'Allemagne en provenance de Russie, c'est 20% de ce qu'il y avait avant la guerre. C'est 20%. Donc je veux dire, il y a un problème énorme d'énergie en Europe qui est en train de tuer l'économie. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une inflation énorme parce que le prix du gaz, il monte. Hein. Faut pas oublier que dans beaucoup de pays, en France, etc., les logements, c'est au gaz, tous les logements anciens. Hein, dans toutes les résidences copropriétés, derrière, c'est des chauffages au gaz principalement. Indirectement, on a aussi les prix du pétrole qui montent, moins vite, mais qui montent. Hein. L'OPEP qui baisse pas vraiment, hein, qui à chaque fois dit qu'elle va baisser, puis elle baisse pas vraiment, parce qu'elle s'en met plein les fouilles, quoi. Je veux dire, elle est en train de gagner, elle fait des Ramco dernièrement, qui a fait des profits records. Hein. Donc là, je suis en train de vous dire, la BCE n'est pas du tout dans le même problème. Elle est dans un problème qui est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que, la BCE, mais Powell l'a dit, la Banque centrale n'est pas responsable des prix du pétrole et du gaz. Hein. Sauf que l'économie le subit. Donc, indirectement, la BCE, qu'est-ce qu'elle est en train de faire comme pari? Elle se dit, l'économie européenne, elle va être touchée beaucoup plus fortement que l'économie américaine. Si moi, en plus, je monte mes taux parce que je vois que le chiffre de l'inflation, il est à 8,9%, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais tuer le reste de crédit qui est fait par les gens. Je vais tuer le reste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne le fais pas, hein, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle se dit, de toute façon, naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Si les prix restent de façon élevée, perdure, quoi, je dirais, il va y avoir la consommation qui va ralentir, hein, parce que quand les prix sont plus chers,
eh ben, vous consommez moins, vous changez d'habitude de consommation, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix puisque vous avez perdu en pouvoir d'achat. Donc, il va y avoir un ralentissement naturel de l'inflation qui va arriver plus fortement en Europe, aux États-Unis, qui va être dû à la destruction de la demande. Hein. Donc, la BCE le sait, ça. Alors, est-ce qu'elle devrait monter plus ses taux? Le marché, il est encore en train d'anticiper qu'elle va encore monter ses taux à la prochaine réunion de septembre. Hein. Ça, c'est ce que le marché anticipe, mais on voit bien que le step, la marche, le montant de hausse qu'elle va faire, il est plus faible que celui de la Fed, et c'est normal, elle va être beaucoup plus impactée. Alors déjà, ce que je voulais dire, premier réflexe, ne vous amusez pas à chercher trader le gaz. Hein. Vous n'avez pas l'habitude, vous ne connaissez pas un marché, vous commencez par l'observer avant de le trader. J'ai eu ça, hein. Quand il a commencé à y avoir un problème, j'ai eu plusieurs traders, j'ai eu un fonds qui m'a contacté, un gars qui gère plusieurs dizaines de millions. D'un seul coup, il a commencé à se faire des pertes sur les marchés actions, puis il me dit, oh là, il faut que je récupère, je veux trader le gaz, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai déconseillé, quand vous ne connaissez pas, si vous commencez à trader un truc qui est beaucoup plus volatile, hein, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Là, c'est en indice base zéro à droite. Les prix du gaz qui sont cotés en Hollande, les prix TTF, regardez comment ils ont explosé, 450%, enfin 467, c'est même pas des pourcents, c'est des montants en euros, je crois. Et donc, en fait, je suis en train de vous dire, ouais, c'est en dollars. Voilà, c'est en montant de dollars, 450 dollars. Et donc, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous ne connaissez pas, vous mettez à trader un truc que vous ne connaissez pas, vous allez vous retrouver en slip. Hein. La première chose, c'est de commencer par observer comment ça bouge, essayer de comprendre quels sont les market movers d'un nouveau actif que vous pouvez trader, mais ce n'est pas d'un seul coup je trade ça. Hein. Et regardez, vous allez voir un gros problème, c'est que le marché du gaz en Hollande, TTF, c'est de l'OTC. C'est pas coté sur les bourses, c'est coté en OTC. Et pourquoi en tant que particulier on n'a pas du tout accès? Mais parce que c'est des volumes énormes, puisque qui c'est qui achète du gaz? Ben, c'est ce qu'on appelle des utilities, c'est-à-dire c'est Engie hein, en France, donc la filiale de distribution d'électricité, de gaz d'EDF, c'est Total hein, qui vend du gaz aussi, c'est Uniper en Allemagne qui est un fournisseur de gaz, un fournisseur d'énergie. Donc, c'est pas un particulier. Donc, les contrats, c'est des contrats professionnels OTC, vous n'avez pas du tout accès. Donc, si vous vous amusez à vouloir traiter du gaz et vous cherchez, vous allez trouver des contrats gaz chez des courtiers, sauf que c'est le gaz qui est coté en Amérique. Le gaz qui est coté en Amérique, il ne monte pas. Pourquoi il ne monte pas? Parce qu'ils n'ont pas un problème d'approvisionnement de la Russie. Hein. Donc, il y a une décorrélation qui se passe. Donc, alors je ne dis pas que ça ne monte pas un peu, que ça ne baisse pas un peu, mais en fait, le gaz en Russie, aux Amériques, je veux dire, hein, les contrats gaz qui sont cotés sur le NYMEX à New York, ils vivent leur vie. Ce n'est pas le même monde. Hein. C'est comme les prix de l'électricité. Les prix de l'électricité, des fois, ils sont très, très différents en Europe qu'aux États-Unis. Pourquoi? Le courant ne traverse pas l'Atlantique. Donc, les seules énergies qui traversent l'Atlantique, c'est les tankers. Donc, c'est vrai qu'avec des tankers, on peut faire de l'électricité avec du fuel, mais on ne va pas faire un tanker autant d'électricité qu'une centrale nucléaire. Ça, les ordres de grandeur, c'est 1 à 100, c'est pas la même chose. Donc, en fait, il y a une décorrélation parce qu'il n'y a pas de moyen de connexion. Il y a un câble transmanche entre la centrale de Gravelines à côté de Dunkerque et puis donc Londres. Oui, mais ça, c'est le maximum qu'on peut faire. Hein, ce que je veux dire, sinon on a des perditions d'énergie par effet Joule. Donc je veux dire, ne faites pas cette erreur-là. Hein. Alors le problème, c'est que les prix du pétrole, de l'électricité sont quand même en train d'exploser, comme vous le voyez ici, puisque l'énergie qu'on ne fait pas avec le gaz, on va essayer de le faire avec le pétrole. Alors, autre problème qui se rajoute, le climat, la sécheresse. Regardez, qu'est-ce que je vous ai mis? Là, je vous ai mis les niveaux du Rhin. Hein.
donc du fleuve qui traverse l'Allemagne. Pourquoi? Il y a énormément de matières premières, de produits finis pour les consommateurs ben, qui sont transportés sur le Rhin par péniche. Hein. Il y a 30% à peu près, je crois, des produits qui sont transportés sur le Rhin, puisque les péniches, c'est un moyen économique. Hein. L'autre jour, je comptais sur une péniche, etc., mais sur des bateaux, des cargos, vous mettez 400 containers de camions. Donc, si vous avez le niveau du Rhin à cause de la sécheresse qui baisse à 30 cm, ben, il y a plein de péniches qui passent plus. Hein. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc ça veut dire quoi? Il y a plein de produits qui vont pas être livrés. Hein. Donc, ça fait exactement comme le problème des puces électroniques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la demande, vous pouvez avoir des clients allemands, européens qui demandent des produits, mais s'ils ne peuvent pas être livrés, ben, il n'y a pas d'achat. Hein, c'est même pas une histoire d'inflation. Enfin, si les prix des produits qui restent, qui sont déjà en stock dans les magasins, ben, ils explosent. Et puis après, il y a une destruction je veux dire, en volume des ventes, puisqu'il n'y a il y a plus rien à vendre. Et donc, en fait, qu'est-ce que je vous dis? Ça, regardez, qu'est-ce qu'on a eu? L'eurodoll, hein, à un moment, il s'est pris un pain dans la figure à cause de ça. Tout trader professionnel, il surveille actuellement le niveau du Rhin. Moi, je le surveille. Pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialiste hydraulique, hein, mais d'après ce que je vois, d'après tout ce que j'ai compris, d'après tout ce que j'ai dans la recherche des banques, auxquelles je donne accès là, pendant les formations que je donne, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous voyez que les bateaux, ils passent à pleine charge avec 1,50 m d'eau. Hein. Donc, plus le niveau de l'eau diminue, hein, alors il y a quelques bateaux à fond plat qui passent quand vous avez 50-60 cm, mais vous avez la majorité et qui passent avec une charge réduite, hein, parce que 50 cm d'eau, c'est que dalle hein, pour une péniche. Hein, et donc, en fait, vous avez 80% des bateaux qui passent plus à ce niveau-là. Donc, quand on est à 30 cm, c'est mort. Hein. Donc, là, vous voyez, ça a remonté. Là, je vous ai mis les prévisions à tout à l'heure. Hein, et on voit que les prévisions sont en train de remonter. Il y a eu des pluies, des orages, etc. Donc là, 1,20 m, on n'est pas à capacité complète, mais on n'en est pas trop loin. Mais ça rajoute. Alors regardez, c'est un double problème. Pourquoi? Uniper, qui était un des acheteurs principaux allemands, société allemande, qui est en faillite, qui a été renflouée par l'État allemand. Pourquoi? Ben, parce qu'elle a acheté le gaz russe, puis ben, voilà, elle est en faillite, hein, puisqu'elle ne peut plus recevoir de gaz russe. Donc elle est soutenue parce que vous avez besoin d'un transporteur d'énergie, donc c'est vital pour le pays. Donc renflouée, Uniper, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il redémarre des centrales au charbon. Et le charbon, vous le transportez comment? Par péniche. Donc si les péniches, elles ne peuvent pas passer, vous ne pouvez pas faire du courant avec des centrales au charbon. Donc, vous ne pouvez pas compenser l'énergie que vous avez perdue dans le gaz à cause des arrêts des vannes, à cause de l'eau qui manque. Voyez. Donc, si jamais on se retrouve avec un été indien et que finalement, les prévisions qui sont en hausse, elles rebaissent, l'euro va se prendre un coup dans la figure. Vous êtes trader, vous anticipez, vous cherchez le niveau du Rhin. Il a été critique, ça s'est calmé. Mais si jamais ça revient, ça redevient une des raisons, pas la seule, pour lesquelles l'euro il risque de baisser. Hein. Donc ça, il faut faire gaffe. Et là, dernièrement, pourquoi on est repassé sous la parité? Hein, ben parce qu'il y a Gazprom qui a annoncé d'un seul coup, alors déjà, si vous avez un peu suivi, il y a une turbine, il y a des maintenances annuelles, il y a une turbine qui était endommagée sur le pipeline principal Nord Stream 1 qui amène la majorité, je crois que c'est 60% des flux de gaz allemands qui venaient de ce pipeline. Hein. Il y en a d'autres, des pipelines hein, qui passent par l'Ukraine, alors que Nord Stream 1 il passe par la mer Baltique, hein, l'Ukraine, Pologne, etc. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a eu 10 jours d'arrêt en juillet, mais qui sont classiques, qui ont foutu la trouille, parce qu'on s'est dit, Poutine, c'est une des raisons pour lesquelles l'eurodoll a commencé à baisser avant le 11 juillet.
puisque finalement on se disait il va pas redémarrer. À chaque fois il redémarre, mais c'est 20%. La turbine Nord Stream 1 qui était réparée de Siemens, qui était réparée donc par l'entité Siemens au Canada, elle a été renvoyée fin août. Donc, enfin, actuellement, depuis plusieurs jours déjà, je ne sais plus combien de jours, mi-août, je dirais plutôt, elle a été renvoyée en Allemagne, elle doit aller en Russie, hein, sur le point où, je ne me rappelle plus le nom de la station en Russie où il y a la turbine, hein, et bien, qu'est-ce qui se passe? Les Russes n'arrêtent pas de dire qu'il y a des problèmes de documentation, de machin. Bon, quand on entend le CEO de Uniper, lui, pas de Uniper, pardon, de Siemens, il est en train de dire c'est de la flûte, nous on est prêt à l'envoyer, c'est eux qui font voilà, qui en fait c'est politique. Donc la turbine n'est toujours pas arrivée en Russie. Et puis là, depuis, Gazprom, il a annoncé le 19 août dernier qu'il va arrêter de livrer carrément, il va remettre à nouveau le Nord Stream 1, les 20% à nouveau à zéro pendant 3 jours parce qu'il y a une autre maintenance à faire qui sort du derrière le chapeau, quoi. Hein. Donc, bah, c'est pour ça que l'euro il est reparti sous la parité, parce que, allez hop, il y a encore un argument pour arrêter le gaz. Hein. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'Allemagne c'est pour ça qu'on a eu les prix du gaz record lundi matin. Alors le problème, c'est que il faut regarder, comme je vous dis, les prix du gaz TTF. L'eurodoll, il suit le TTF à cause de ça, enfin en inverse. Hein. Tu as le TTF qui explose et puis tu as l'eurodoll qui part à la cave. Les TTF, je vais vous en parler, vous pouvez l'avoir, mais il faut un abonnement supplémentaire. Hein, et ça ne sert à rien de regarder les prix du gaz à New York. Hein. Donc là, l'Allemagne, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, puis ça a fait monter les prix, bah, c'est que tout le monde, la France, l'Allemagne, etc., ont augmenté le stockage, essayer d'anticiper un maximum. Hein. Donc là, actuellement, au 17 août dernier, ils avaient un niveau qui était à 78, ils avaient leur stock, leur site de stockage rempli à 78,19%, c'est-à-dire ils sont en avance à peu près sur toute l'Union européenne qui est à 75-89%. Donc ils ont réussi à stocker plus. Donc là, ce qui peut arriver, c'est que si jamais il y a un hiver normal, pas un hiver rude, l'Allemagne pourra, je dirais, ne pas faire des restrictions drastiques, surtout au niveau des consommateurs. Ce qui craint, c'est qu'avant, elle va faire des restrictions aux industries. Si elle fait des restrictions, il y a tout le pharmaceutique qui utilise énormément de gaz. Il y a la sidérurgie qui utilise énormément de gaz. Bon, voilà. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que Poutine, il le sait, lui. Hein. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de savoir quel flux chaque année, une hyper-demande, etc. Donc lui, pour lui, c'est une arme. C'est une arme tant que les stocks ne sont pas remplis à fond. Hein. Donc s'ils sont remplis à fond, pour lui, ça ne devient plus une arme. Hein. Sauf si l'hiver il est plus dur et plus précoce ou dure plus longtemps. Hein. Donc ça, il le sait. Donc on peut supposer que s'il veut l'utiliser en arme, parce que qu'est-ce qu'il voit? Là encore, les Américains rajoutent 3 milliards de, de budget pour aider l'Ukraine. L'Angleterre rajoute aussi. Pas plus tard, c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Il y a eu un nouveau le Premier ministre sortant, Boris Johnson, qui a été encore en Ukraine, qui a dit on va vous fournir 3000 drones, je crois, c'est même pas 300, c'est 3000. Donc Poutine, il le voit. Il voit que les Européens sont en train de fournir de plus en plus. Donc c'est évident que ça risque d'avoir une coupure à zéro. Voilà. Donc lundi, on s'est encore cassé la gueule, puisque à cause de cette annonce d'arrêt de 3 jours, et donc on a les prix du gaz qui sont montés à 620 € du mégawattheure. Le year ahead, c'est-à-dire le contrat un an à l'avance. C'est ce que je suis en train de vous monter en bas à droite. Hein. Ça fait baisser l'eurodoll. Donc voilà, il faut surveiller ça. Hein. Et donc, si jamais les stocks de l'Europe sont justes, la météo va jouer. Hein. Plus il va faire froid, plus il va y avoir des problèmes, plus il va y avoir des arrêts, des restrictions dans plein d'industries, plus l'eurodoll va se casser la gueule. Il va faire chaud, un hiver doux, plus l'eurodoll va tendance à voir remonter parce que finalement, on va peut-être passer l'hiver.
sans consommer tous les stocks et sans faire de restrictions surtout. C'est surtout ça qui compte. Hein. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous êtes un trader, le niveau du Rhin, vous surveillez, et puis vous vous retrouvez à surveiller la météo. La météo en Allemagne, hein, surtout. Hein. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Si vous passez votre vie à l'analyse technique, vous ne voyez pas les vrais fondamentaux. Je veux dire. Alors évidemment, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus long, mais c'est beaucoup plus fructifiant intellectuellement. Hein, parce que faire des traits sur les graphes, au bout d'un moment, c'est pas très intellectuellement favorisant. Là, regardez ce que je vous montre. Je vous refais le même graphe du début où on voyait la parité, etc. Et ben, là, qu'est-ce que vous avez? Les créations d'emplois aux États-Unis. Alors, je ne vais pas tout vous commenter. La grosse baisse, c'est un chiffre, hein, c'est rapport sur l'emploi. L'eurodoll, il monte de 150 pips, c'est l'inflation aux États-Unis. Hein. Donc, vous pouvez faire tous les résistances que vous voulez. Vous voyez un niveau de résistance, vous le faites ici. Le chiffre, les traders professionnels, c'est le chiffre qui regarde. Hein. Vous avez vendu parce que vous dites qu'il y a une résistance, vous êtes en train de vous faire déchirer parce que les pros, ils ne sont pas en train de regarder la résistance, ils sont en train de regarder le chiffre de l'inflation. Hein. Et là, vous avez les prix à la production qui vont dans le même sens que le chiffre américain, ça fait monter. Puis après, les mecs, ils sont en train de se dire quoi? Ils sont en train de dire oui, mais entre l'Amérique, même si l'inflation baisse, l'Amérique, comme je vous ai expliqué, elle est en tellement meilleure situation économique, elle subit pas la guerre en Ukraine, donc des restrictions de gaz, etc. L'euro, il peut que se casser la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors ça y est, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que c'est ici le 9? Au 9, c'est quoi comme chiffre? Ah, là c'est les problèmes, c'est ce que je vous dis. Là c'est le gaz, hein, c'est ce que je vous ai expliqué avec la maintenance de 3 jours supplémentaires. Là j'ai un trou de mémoire, je ne m'en rappelle plus. Là le 10, c'est quoi? Le 10, c'est les chiffres, les indices des directeurs d'achat européens qui sortent moins mauvais que prévu. Donc d'un seul coup, ça a remonté, c'est-à-dire que vous avez une Europe pour l'instant qui faiblit, mais qui ne décroche pas. Hein. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Donc c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant, on est en train de se stabiliser, hein, puisqu'on a fait un plus bas, je crois que c'est 0,99, le plus bas. On est en train de se stabiliser. Pourquoi? Mais parce que on a quand même vachement bien baissé. Hein. Je veux dire, faut pas l'oublier ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que, comme je vous ai dit, si les problèmes énergétiques continuent, c'est ça. Hein. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas oublier toujours plusieurs scénarios. Si la météo va mieux, si finalement Poutine il laisse le filet de gaz à 20%, machin, on peut avoir, alors je ne suis pas en train de vous dire ça, mais on peut avoir, parce que quelque chose qui va mieux. Si on s'aperçoit que l'économie allemande est beaucoup plus résiliente qu'on le croit, parce qu'ils arrivent à trouver plus ou moins des moyens de substitution s'ils ont encore problème avec le Rhin, mais c'est ce que je vous ai dit, hein, si les bateaux passent pas sur le Rhin, si on met des camions, c'est pas le même coût. Déjà, il faut avoir 400 camions pour X péniches, quelques péniches. Et puis, les camions, ça consomme autrement plus d'essence qu'une péniche. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut regarder. Et ce que j'arrête pas de dire aux gens qui font la formation, c'est que, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Il faut les grands mouvements, les grandes tendances, il faut pouvoir les commenter, dire qu'est-ce qui s'est passé. Les grandes tendances, elles sont dues aux fondamentaux. Hein. Des fois, on fait du scalping. En réalité, le mec qui fait du scalping, il gagne 3 pips, 4 pips. Hein. Le mec qui fait du scalping, il ne regarde pas le chiffre, il a shorté. Bah, allez, le compte, il est à 0. Le mec, il vous dit, j'ai gagné 99% du temps. En un seul trade, le compte, c'est réglé. Il n'y a plus de compte. Hein. Parce que le mec, il n'a pas regardé. Hein. Donc, je veux dire, le mec qui fait du scalping et qui est intelligent, eh ben, le chiffre, il s'arrête. Parce qu'il a 150 pips de hausse. Hein, il s'arrête. Soit il s'arrête, soit il trade le chiffre parce qu'il comprend. Après, comme certains, je l'ai vu, il y en a, ils disent, moi, je ne comprends pas les chiffres, je ne trade pas. Ben oui, il vaut mieux faire ça. Mais vous ne comprenez pas les chiffres, vous ne trade pas, il faut se préoccuper, est-ce qu'il y a un chiffre?
hein, si vous faites du trading, est-ce qu'il y a un chiffre important qui fait que le marché il va carrément exploser des résistances ou des supports, hein? Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, je continue un petit peu. Voilà. Donc, dans les formations, je vous explique tout ça, hein. Dans les formations, je vous dis comment fonctionnent les gros, comment fonctionnent les banques centrales en détail, comment les gérants qui gèrent plusieurs centaines de millions, les mutual funds, les hedge funds, etc., ils vont considérer les chiffres économiques. Donc, je vous apprends à trader les chiffres économiques, c'est-à-dire vous pouvez faire des trades de quelques minutes. Moi, ça m'est arrivé, j'ai des trades qui ont duré même une seconde, hein. Vous avez des trades à faire à très court terme parce que quand il y a un chiffre, on sait ce qui se passe, hein, donc on trade. Quand on ne sait pas ce qui se passe, on ne trade pas. Sinon, ça revient à acheter une pièce en l'air, hein. Et donc, je vais vous donner des explications sur le fonctionnement des gros, parce que les gros, ils ont des contraintes que vous n'avez pas. Ils ont des contraintes juridiques, ils ont des contraintes comptables, ils ont des contraintes des fois de publication de certaines choses. Ça va vous donner des avantages, des opportunités, à savoir, eh ben là, pendant un certain moment, une paire de devises, elle va monter, elle va baisser, parce qu'il y a un gros, il est obligé de faire ça, hein. Regardez, je vous donne juste un petit exemple. Une société, quand elle rachète ses actions, elle a une obligation de déclaration. Tu as des traders actions professionnels, ils surveillent tout ça. Parce que vous savez que la société elle va le prendre 5%, elle va racheter 5% de ses actions. Donc évidemment, l'action va monter. Donc après, il faut voir toutes les conditions. Est-ce qu'elle a obligation d'un passage de seuil et qu'elle achète que 5% ou plus? Est-ce qu'elle a un délai qui est connu, qui n'est pas connu? Après, c'est le boulot du trader qui doit deviner la probabilité de l'opération d'achat fait par le gros, la société qui achète son action, hein, qui va faire monter le cours. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les marchés actions ont monté, c'est qu'il y a eu plein de rachats d'actions, ça fait plusieurs années. Donc si une société rachète son action, ben, pourquoi ça fait monter le cours? Parce que finalement, il y a moins de bénéfices par actionnaire à distribuer parce que voilà, on répartit le gâteau des bénéfices sur moins d'actionnaires. Donc ça veut dire que chaque actionnaire a une plus grosse part du gâteau, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Tout ça, moi, je vais vous expliquer en détail des trades, hein, je vais vous montrer comment ça marche. En fait, je reformate les gens et je leur montre que la liste technique, on en fait 10% et pas 90%, hein, et je vous donne accès à la recherche des banques. Donc, pour voir bah, tout ça, ils vont vous alerter, attention au niveau du rein, attention au machin. Alors oui, la recherche, ça ne veut pas se dire forcément long terme. Ça peut être pour la journée, ça peut être intraday. Ils vont vous donner des conseils pour trader les chiffres, on dira attention, il faut surveiller ceci, il faut surveiller ça, hein. Et pourquoi c'est hyper important? Parce que la recherche des banques, tous les hedge funds la lisent. Comment ils se font leur avis pour savoir si un actif va monter, va baisser, une action, machin, c'est en lisant toute la recherche de plusieurs banques. Donc ça, c'est un accès uniquement réservé aux institutionnels. Donc moi, je vous donne un accès aux documents, hein, je veux dire pendant la formation. Et après la formation, avec un abonnement symbolique, vous l'avez. Donc vous comprenez, moi, je vous aide à décortiquer comment le raisonnement en utilisant la recherche qui va vous aider donc pour prendre des positions, soit en intraday, soit en swing trading à quelques jours, à plusieurs jours, hein. Donc, je vais vous montrer notamment en très réel comment on trade les chiffres. On va utiliser aussi tout ce qui est options. On va trader des options parce que c'est une super sécurité, les options, hein. Vous avez quelque part avec une option un stop virtuel. Donc, on va faire les options sur le marché de Chicago. On peut faire des options sur l'euro-dollar. On peut faire des options sur le S&P 500, sur le Dow Jones, sur le pétrole, sur le VIX, sur les taux d'intérêt. Moi, à des moments, ça me prend, je fais des options sur le S&P 500. Enfin, je fais souvent des options sur les taux d'intérêt, hein, des obligations du Trésor américain. Je fais des options sur le Forex. Et ça, moi, je vais vous expliquer. Comme ça, vous allez jouer des tendances. Vous êtes en sécurité. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas faire du trading intraday, c'est assez génial. Vous jouez des grandes tendances, hein. Alors, si vous êtes français, que vous avez fait déjà une déclaration d'impôt, vous êtes référencé au niveau des impôts, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt sur la formation.
hein. Il y a la formation, elle dure à peu près 6 mois. C'est des cours en ligne. Il n'y a pas de cours perdu. Si jamais vous avez une impossibilité, on reporte le cours. Voilà, faut pas me le reporter tout le temps, mais j'ai pas besoin de savoir le motif. Je préfère que vous reportiez parce que vous avez mal au crâne et pas comprendre. Je préfère que vous reportiez pour que vous compreniez. Mon but, moi, c'est de vous donner tout le raisonnement d'un trader institutionnel, hein, tous les moyens. Hein, je ne vais pas vous montrer des trucs que vous ne pouvez pas accéder. Bon, c'est vraiment que ce que vous pouvez réellement voir pour vous aider à anticiper, pour pouvoir trader. Hein. Je vais vous montrer toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Enfin, beaucoup d'erreurs que moi j'ai faites dans le passé ou que j'ai vu avec plein de traders débutants. Hein. Et après, après la formation, il y en a, je les aide, je les accompagne quand ils posent des questions. C'est de façon plus informelle, hein, mais c'est sûr que si vous me posez des questions tous les jours, moi je vais vous dire, c'est pas assistance gratuite à vie. Dans ces cas-là, c'est cours supplémentaires. Mais si jamais vous avez quelques questions, si voilà, j'ai vu que vous avez été sérieux pendant la formation, vous avez bossé, etc., je vais vous aider. Donc mon but, moi, c'est de vous lâcher, d'essayer que vous vous débrouillez sans moi. Je considère que vous allez être un trader professionnel. Donc, moi, je vais vous montrer tous les moyens possibles. Puis après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, mais maintenant, moi, voilà, c'est dans ce sens-là que je le fais. Hein. Donc, Sofiane, avec KMS, hein, on a fait une proposition. Vous aurez une session supplémentaire. Donc, il faut bien annoncer quand vous m'écrivez info@trader change. Vous allez sur le site, vous pourrez me contacter. Comment euh, je vais vous montrer, je vais vous mettre le numéro. Vous pouvez me contacter au 01 75, c'est le numéro du bureau, 40 30, 32 51. Là, vous pouvez me contacter, vous dites bien que vous avez vu la vidéo de KMS. Hein, grâce à KMS, vous allez obtenir une session supplémentaire. Tu as des questions, Sofiane? Par rapport à ce que tu as dit, donc ici, pour l'avenir, Phil, étant donné la situation qui est quand même assez complexe, avec, comme tu as dit, une inflation en Europe qui est beaucoup plus grande que celle des États-Unis, enfin Ouais. de l'Amérique des États-Unis, les États-Unis qui rentrent tout doucement en récession, quel est l'avenir alors et l'euro qui est tombé en dessous de la parité, alors quel est l'avenir de l'euro-dollar pour les mois à venir alors avec tout ça? Alors, je vais te dire, quand tu me dis pour les mois, tu vois, tu es en train de me dire, je vais te poser une autre question. Quelle va être la météo dans 3 mois? Tu vois, à Ouais, chaque fois, ok. regarde, moi j'ai eu le cas, j'ai eu un courtier qui m'a posé, à chaque fois, à chaque début d'année, tu as les courtiers, il y en a un qui me l'a fait, quel sera le niveau du CAC à la fin de l'année? Alors moi, je lui ai dit, je ne te répondrai pas à ta question, c'est jeter une pièce en l'air. Eh, poser cette question le 1er janvier 2020, hein, je crois d'ailleurs c'était là qu'il me l'avait posé. Moi, je lui ai dit non, je vais te répondre la réalité. Qu'est-ce qui se passe chaque année? On fait tous les bons vœux. Alors moi, je m'étais rendu compte, les banques font toutes des prévisions à 1 an, machin. Pourquoi elles font des prévisions? Parce qu'il y a une demande, parce qu'une entreprise, elle doit établir un court budget, etc. Donc on lui fait des prévisions, je vais être un petit peu plus cynique, eh ben, on va créer le produit structuré qui correspond à la prévision qu'on fait. Comme ça, on va la vendre au client. Hein. Donc, je vais te dire un truc. Regarde, toi, est-ce que tu sais, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer en Ukraine? Non. Voilà, je te donne la réponse. Hein. Qu'est-ce que tu sais? Regarde, je t'ai expliqué les problèmes de météo. Qu'est-ce que tu sais à la fin du mois de septembre? Comment sera le niveau du Rhin? T'en sais pas plus que moi. Je suis en train de te dire, moi, je m'étais rendu compte, même si, par exemple, j'avais une gestion dynamique des couvertures avec des options à barrière, etc., à EDF. Donc, moi, je gérais quoi? Toute la valeur d'une centrale. Hein, vous achetez une centrale en sterling, elle coûte 10 milliards de sterling. Moi, je protège 10 milliards de livres sterling contre euros. C'est-à-dire, je la protège pour 50 ans, la durée de vie de la centrale. Qu'est-ce que je fais? Je fais des options, je fais des stratégies à une semaine. Donc, je passe mon temps à être dynamique. À un moment, je couvre plus. À un moment, je couvre moins. Je découvre complètement. Tu vois, je fais ça. Et pourquoi? En fonction de ce que je pense. C'est-à-dire que tu peux avoir une anticipation
sur un chiffre, trading intraday, tout de suite, là, tu sais ce qui se passe, tu comprends pourquoi ça va monter, ça va baisser, ou ça va baisser puis remonter, par exemple, hein. Et puis, tu peux avoir des anticipations à quelques jours, une semaine, à un mois, ça devient plus dur. À 3 mois, ça commence à être, je regarde la boule de cristal. Donc moi, c'est ce que j'avais dit aux traders, enfin aux courtiers. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais te répondre. On voit que statistiquement, les banques, quand elles te font des anticipations sur le début de l'année, moi, je les garde, hein. Je les ai, celles de 2019, de décembre 2018 pour 2019, etc. De chaque année, je les ai. Tu les regardes dans le passé, tu rigoles. Tu t'aperçois que, eh ben, elle te prévoyait l'eurodoll à tel niveau, tu en as 9 sur 10 qui se plantent, hein. Mais pourquoi? C'est logique. Il y a tellement de paramètres qui jouent dans la vie, qui des fois, des paramètres que tu pensais pas, le Covid, hein, en janvier, le Covid, ça n'existait pas. Le 1er janvier, à part quelques Chinois, il n'y a aucun Européen qui connaissait le Covid. Toutes les banques américaines et européennes ont fait des estimations pour la fin de l'année sans le Covid, hein. En 2022, toutes les banques ont fait des estimations sans la guerre en Ukraine. Parce que Poutine, il n'a pas téléphoné aux banques. Donc, ce que je suis en train de te dire, tu as tellement d'événements qui peuvent intervenir que plus tu vas loin dans tes stratégies, plus c'est une pièce en l'air. Alors, tu peux avoir un autre raisonnement, hein, c'est que tu t'aperçois statistiquement, sur très long terme, les actions, elles montent, hein. Celui qui a acheté le Dow Jones il y a 50 ans, il est riche. Il a gagné plus que l'inflation. Par contre, il s'est tapé des moins 40%, des moins 30% à des moments, mais il est riche. Donc, je veux dire, soit tu fais ce raisonnement et par exemple, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Chaque mois, j'achète 50 euros d'une action. Comme ça, je vais moyenner un prix. À des moments, je vais l'acheter à un niveau super élevé ou plus haut. À des moments, je vais l'acheter à un niveau bas. Je vais me faire un cours moyen sur long terme qui est pas mal. Et tu peux faire ce genre de stratégie. Et puis, tu te dis, je ne regarde pas. Maintenant, Maintenant, si tu fais du trading, ce que tu viens d'expliquer, il faut que tu ailles dans les détails comme je suis en train de faire. Et tu te dis, la météo, tu vois, l'eurodoll qui est repassé franchement en dessous de la parité, c'est à cause du rein qui était à 30 cm. Théoriquement, on arrive vers les mois de septembre, c'est des mois de pluie, etc. Des étés indiens, ça arrive. Donc, je t'ai dit, là, tu vois ce que tu es en train de demander, un scénario. Je t'ai dit, il faut se faire plusieurs scénarios. Mais je pense, et tu me corriges si je me trompe, mais la hausse du dollar qu'on a subie, c'était à la fois donc au départ avec la Russie-Ukraine, on a basculé donc dans un Non, cycle. la hausse du dollar, elle a commencé avec le fait que la Fed, elle est en train de monter. Enfin, ça dépend à partir de quel point tu pars, mais ça vient du fait que la Fed, elle a monté, je viens de te le dire, je te l'ai dit, Oui, en janvier, elle a monté ses taux d'intérêt. La Banque centrale européenne, elle a fait que très récemment, dernièrement, elle a monté pour la première fois juste la dernière réunion, alors que la Fed, elle avait déjà fait 3 hausses de taux. Tu es en oui, train mais de là, mélanger. Si tu veux, c'est d'abord les taux d'intérêt de la Fed qui font monter le dollar. C'est pas l'Ukraine. mais oui, L'Ukraine, mais si tu veux, ça se rajoute. Mais les taux oui. d'intérêt, ils les ont augmentés au fur et à mesure. On n'est pas arrivé tout de suite à 2,25% d'un coup. Ils l'ont fait au fur et à mesure, mais avant ça, Ben, on a la eu BCE l'a pas fait. hein? La Fed est montée, la BCE ne le faisait pas. La BCE ne le faisait pas, la Fed le faisait, mais avant qu'ils commencent à augmenter les taux au fur et à mesure, il y avait d'abord eu le conflit entre la Russie et l'Ukraine Et qui a fait non. monter le dollar. Mais si tu veux, l'économie américaine était déjà meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, là, tu es en train de me parler du passé, mais maintenant, c'est du passé, ça. Les traders, ils s'en foutent maintenant. Oui, mais je voulais en venir justement au fait qu'à cause de ça, il y a justement, donc il y a eu une accélération du dollar avec ça, puis justement avec les taux d'intérêt, qui a fait qu'il y a un différentiel de taux entre ben, les monnaies, donc un dollar qui a un taux d'intérêt assez élevé par rapport aux autres, donc ça Oui. encourage le carry trade. Mais le Oui. dollar ici est très élevé par rapport aux autres monnaies, qui n'est pas spécialement une bonne chose pour l'économie en général. Ah, tout à fait. Donc est-ce que ça peut continuer comme Ah ça? ben, Moi, je le pense. indirectement, ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est-à-dire que il y a des pays qui sont très sensibles à la hausse des taux d'intérêt de la Fed, notamment les pays émergents, hein. Pourquoi? Parce que regarde, je te prends un exemple, tu prends l'Argentine, si tu veux, c'est pas l'Europe.
C'est-à-dire que l'Argentine, si l'État argentin il veut émettre une obligation, l'investisseur institutionnel il dit c'est quoi le peso argentin? Moi, j'en veux pas de ton truc. Il dit moi, je veux du dollar. Donc, si tu veux, tu as beaucoup de pays africains, tu vois, des pays, je dirais, en développement, tu vois, des pays assez pauvres. Le Ghana, il peut pas émettre, tu vois, la Guinée-Conakry, elle peut pas émettre une obligation en francs de la Guinée-Conakry. Tu vois ce que je veux dire? En Ouais, francs guinéens. Donc, elle est obligée de le faire enfin, en euros, en dollars. Tu vois ce que je veux dire? Dans une autre monnaie. Donc, si la Fed elle monte ses taux, eh ben, toi, État argentin, tu te retrouves, ce que tu dois rembourser, c'est en dollars, eh ben, ça te coûte plus cher parce que tu as le dollar ARS, donc dollar peso, hein, et le dollar ARS qui est en train d'exploser. Tu vois? Donc, comme tu ouais, dis, la hausse des taux de la Fed, elle est en train de créer, si tu veux, une récession mondiale. c'est ça. Ouais. Ça, indirectement, elle est en train de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais la Fed, alors elle en tient compte quand même, hein, parce que tu comprends, faut pas oublier que elle n'est pas toute seule. Tu vois, regarde, c'est pareil. Faut pas oublier un truc, c'est que quelle que soit l'issue de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça restera toujours notre voisin. Donc, de facto, on sera obligé de négocier avec eux. Tu vois ce que je veux dire, avec les Russes, hein. Donc, Mm. de facto, si tu veux, on ne peut pas l'éviter. Tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple, l'Amérique ne peut pas non plus éviter la Chine parce qu'ils achètent tous leurs produits. Tu vois, si tu n'achètes pas les produits de la Chine, ça veut dire que tu les produis chez toi. Si tu les produis chez toi, ça coûte cher, tu crées de l'inflation. Ça coûte plus cher que de les acheter en Chine. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Parce que s'ils achètent en Chine, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'ils sont moins chers, c'est hein. ça, ouais, bien Donc, sûr. donc, si tu veux, oui, tout ça, ça joue, mais là, on est en train de parler à très long terme. C'est pas du trading à court terme, ça. Moi, je suis en train de te dire, tu vois, si tu me demandes mon avis à plusieurs mois, je te dis, j'en sais rien, parce que à court terme, c'est est-ce que Poutine va rouvrir les vannes de gaz? Est-ce qu'il va les arrêter complètement? Est-ce qu'il finalement le conflit s'étend à un autre pays? Est-ce qu'on rentre vraiment en guerre? Est-ce que le Rhin, il s'assèche à nouveau? Tu vois ce que je veux dire? Sans parler de tout le reste, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il y a tellement de paramètres que c'est pour ça qu'il ne faut pas faire des anticipations euh, à 3 mois, à 6 mois. C'est comme si tu me dis, ben vas-y, donne-moi la météo à 5 degrés près de chez toi dans 3 mois. Eh ben, je veux dire, fais-le moi, tu verras, on en reparlera. Parce que je veux dire, alors Ouais, oui, tu peux prendre les moyennes saisonnières, tu peux prendre les machins. Euh, on s'est fait des canicules, on s'est fait des records au mois d'août, hein. Donc si tu prenais les moyennes, tu avais tout faux. Au mois de juillet, record de baisse de précipitations en France. On a eu 7 millimètres d'eau en juillet. C'est les records depuis 1959, c'est-à-dire le début des calculs par Météo France, si tu veux. Donc je veux dire, voilà, c'est ça le souci. Tu vois? ok. Bon, on va s'arrêter là? Ouais, ça marche, Phil. Allez, Ben, en tout cas, merci beaucoup, Phil, hein, pour, pour tout ce que tu nous as expliqué ici. C'est beaucoup plus clair déjà sur les enjeux. Et ben, je te souhaite donc une bonne soirée. Et à bientôt, hein. On refera des vidéos oui, ensemble sur d'autres sujets de toute façon. d'accord. Et vous n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, bah, vous pouvez demander à Sofiane. Des questions de marché, vous pouvez m'écrire, hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez me téléphoner, il n'y a pas de souci, hein, si vous avez plus d'explications, hein. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, bah, s'ils veulent faire comment, la formation, eh ben, c'est à distance, c'est en fonction de vos heures, hein, de travail. C'est pas forcément tout le temps prédéfini. Toujours à la même date, enfin, régulièrement. Voilà, on s'adapte, hein. Voilà. Bon, ben, merci à tous.